Bonjour à toutes et à tous et bonne année, soyez les bienvenus dans le Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie, bonjour à tous et à toutes, bonne année à tous. Alors cette année 2024, elle débute sur les chapeaux de roue avec un immense défi sportif et humain qui va ouvrir une nouvelle page dans l'histoire de la course au large. L'Arkea Ultime Challenge Brest, le premier tour du monde en solitaire sur des ultimes, ces trimarans de 32 mètres de long. 6 solitaires, 6 marins sont engagés dans cette aventure extrême. Ils vont s'élancer de Brest ce dimanche 7 janvier à 13h30. Il fait partie des 6 navigateurs capables de mener de telles machines à haute vitesse autour de la planète. Passé par les bancs du dériveur, de la Mini, de la solitaire du Figaro, de The Ocean Race en IMOCA, il avait déjà essayé le multicoque, les trimarans Orma, avant qu'Yves Le Blévec ne décide de lui passer la barre de l'actuel Ultime 3. Notre deuxième invitée est la seule femme team manager chez les Ultimes, passée par la Mini Transat, elle aussi. Elle est à la fois responsable de la division course au large de l'écurie Merconcept et team manager de l'équipe SVR Lazartigue. Et elle sera à terre durant tout ce tour du monde, mais elle sera en veille connectée 24 heures sur 24 et elle sera le point d'entrée de Tom Laperche, faire en sorte que le trimaran bleu soit au départ de ce tour du monde est déjà une victoire en soi compte tenu de l'avarie détectée il y a un peu plus d'un mois sur le bateau. Anthony Marchand et Cécile Andrieux sont avec nous. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. Et bonne année. Bonne année également. La fin de l'année 2023 a été intense. L'année 2024 démarre de façon extrême. Le grand départ n'a jamais été aussi proche. Anthony, on sait que tu essaies de pas trop te mettre la pression, mais est-ce que ça commence quand même à monter doucement ? Ouais, ça commence à monter doucement. C'est vrai qu'on voit toute l'effervescence du village et de la ville de Brest. Et voilà, c'est des moments qui sont chouettes à vivre. Alors, en tant que team manager, Cécile, on imagine qu'il y a aussi beaucoup de pression sur toi et aussi sur toute l'équipe qui vient d'abattre un boulot de dingue pour réparer une avarie majeure détectée juste après la Transat Jacques Vabre sur le bras avant du trimaran SVR Lazartigue. Ça a été une véritable course contre la montre et être au départ est déjà en soi une petite victoire. Oui, tout à fait. C'est même déjà une grande victoire. Nous, on ne prend pas tout à fait la pression du village, comme disait Anto, mais effectivement, il y a 6 semaines d'un boulot assez monstrueux par toutes les équipes du trimaran SVR Lazartigue et de Merconcept qui viennent d'être abattues. Donc, arriver à Brest samedi, être au départ dimanche, on est aussi déjà très contents. Bravo, voilà. C'est déjà un beau challenge. Alors on va revenir quelques instants sur cette avarie un peu plus en détail. Alors que François Gabard et Tom Laperche avaient bouclé la Transat Jacques Vabre sur une belle deuxième place en Martinique, un contrôle par ultrason a permis de détecter une fissure donc, sur le bras avant. C'est une pièce structurelle maîtresse, impossible de partir sur un tour du monde dans ces conditions. Comment est-ce que vous avez encaissé le coup ? Est-ce que l'idée aussi de renoncer vous a effleuré ? Oui, évidemment, l'idée de renoncer, elle nous a effleurés, mais en surface, on va dire. Et assez rapidement, on a effectué ces contrôles quand on était encore en Martinique. Donc, il y a déjà aussi toute la phase du convoyage dont on a pu se servir pour avancer avec les architectes, avec GC Design sur la partie structure et avec CDK pour le chantier, pour essayer de réfléchir à comment on pouvait réparer ce bras. Et en fait, assez rapidement, on est arrivé à la conclusion que c'était tendu. Il n'y avait pas de certitude qu'on serait au départ, mais qu'on ne se voyait pas ne pas tenter. Et donc ça nous a légèrement effleuré, mais assez rapidement, tout le monde s'est mis au travail. Alors le court chantier initialement prévu après la Transat Jacques Vabre s'est transformé, on le disait, en contre-la-montre. Il a fallu se mobiliser, travailler sans relâche de la part des équipes. Là, le bateau est remis à l'eau, mais il y a le vent qui ne vous aide pas aussi. Donc c'est très complexe et vous serez donc à Brest samedi, veille du départ. Ça se joue vraiment à un jour près. Est-ce que tu peux nous expliquer, Cécile, quel a été le mode opératoire ? Comment vous avez procédé justement pour réparer cette avarie dans les grandes lignes ? En fait, donc dans les grandes lignes, il y a cette première phase de compréhension du problème et surtout de déterminer le protocole pour le réparer. Et très schématiquement, il y a effectivement ce défaut dans le bras avant tribord qui a été détecté. Il faut
Qui se voit pas à l'œil nu. Non, C'est exactement, qui se voit pas à l'œil nu. Sinon, le bateau, il était tout bleu nickel à l'œil nu. Et donc, il faut aller chercher ce défaut. Donc, il faut imaginer qu'on enlève beaucoup de carbone. C'est des étapes qui sont assez pénibles, assez longues. Et pénibles psychologiquement aussi. On casse le bateau. Effectivement, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable à faire à 3 semaines d'un tour du monde, d'enlever de la matière plutôt que d'en rajouter. Mais c'était nécessaire. Et puis, donc, cette première phase, on va dire, pour aller chercher ce défaut, le restreindre, faire en sorte que voilà, il ne se propage pas davantage, et puis ensuite venir ajouter des renforts sur la face arrière, et puis par le dessus du bras aussi, pour être sûr que désormais voilà, le défaut soit corrigé. Et donc voilà, il y a eu un peu ces 2 phases où on enlève de la matière, on prépare la surface pour venir ensuite coller ces renforts, et puis ensuite ce collage et toute la refermeture de la réparation. Un plâtre un peu quelque part qu'on exactement. Alors une attelle qu'on espère éternelle et très solide. Donc je ne sais pas si attelle est le bon mot, mais effectivement c'est un peu cette image d'un renforcement d'une jambe qui était un petit peu abîmée. Voilà, alors ce tour du monde, ça en sera un juge de paix. Pour toi, Anthony, pas de mauvaise surprise à l'arrivée de la Transat Jacques Vabre, que tu avais disputée avec Thierry Chabagny et conclu à une belle 5e place, après avoir aussi titillé le Sodebo de Thomas Colville. C'était ta première grande course en tant que skipper de Streamaran. Tu avais déjà couru avec Yves Le Blévec. Comment tu en ressors ? Quels enseignements tu retires de cette Transat qui représentait déjà quand même un tiers de Tour du Monde ? Ouais, c'est vrai que on en sort toujours grandi d'une transat en ultime et en multicoque. Voilà, ça fait forcément grandir les marins. J'étais aussi content de retrouver un peu de la pression sportive en ayant l'étiquette de skipper. Voilà, c'est vrai que ça fait plusieurs années que ça commençait à me manquer. Et non, c'était une super expérience avec Thierry Chabagny. C'était vraiment un super compagnon de route, un super équipier. Humainement, c'est vraiment une crème et on a appris beaucoup de choses sur le bateau. On est vraiment content d'avoir fait cette transat. On a quand même eu des petits problèmes sur une dérive à 3 heures de l'arrivée. Donc voilà, il y a eu des choses qu'il fallait réparer en rentrant assez rapidement. Mais c'était une très belle expérience et heureusement qu'on a fait cette Transat Jacques Vabre, je pense, tous les ultimes, avant de partir sur le Tour du Monde, parce que ça nous a permis de continuer, de fiabiliser, optimiser nos machines. Ça a permis à SVR de voir justement une faiblesse et de réparer. Et voilà, donc même pour nous, c'était aussi une course contre la montre, ce petit chantier d'1 mois. Mais on est tous heureux d'être là et on a hâte de revoir SVR samedi à nos côtés dans le port de Brest. Et oui, alors après 10 saisons sur le circuit Figaro et quelques podiums, Yves t'a donc proposé de prendre la barre de Streamaran. Tu disais, tu avais envie d'être à la barre d'un projet comme celui-ci. Tu es quand même un marin multi-support, tu as touché un peu à tout. Et finalement, le multicoque, c'est pas vraiment quelque chose d'anodin. Tu reviens un peu à tes premiers amours. Ouais, c'est ce que je dis souvent. C'est vrai qu'en fait, avant de faire 10 années de Figaro, on peut vite avoir l'étiquette figariste. Mais en fait, avant de faire du Figaro, j'avais fait de l'Orma et le début des prémices de l'ultime, où mon premier employeur, c'était Thomas Colville, dans l'équipe Sodebo. Et j'ai eu la chance de traverser l'Atlantique plusieurs fois avec ces gros bateaux. Et voilà, donc j'ai beaucoup fait de multicoque avant de faire du Figaro. C'est vrai que le multicoque, ça me manquait. Et je suis vraiment ravi aux anges de retourner dans ce type de bateau. Alors on rappelle que ton bateau, c'est l'ancien massif de François Gabard, qui détient d'ailleurs le record du Tour du Monde en 42 jours et 16 heures, mais il a depuis été largement optimisé, notamment au niveau de ses appendices, avec l'adjonction de nouveaux foils. Ont-ils grandement amélioré le potentiel de ta machine ? Forcément, tout va dans le bon sens, tout ce qu'on a fait. Déjà, François avait fait beaucoup de modifications sur le bateau et l'a rendu volant après ce Tour du Monde-là. Nous, on a continué à le modifier en mettant une nouvelle paire de foils encore plus grande. Mais n'empêche que le record de François, il est toujours super difficile à battre. 42 jours, c'est vraiment un record qui est juste... Il ne sera pas forcément dans le cadre de ce Tour du Monde, d'ailleurs. Hallucinant. Et voilà, je pense qu'il n'y a aucun concurrent qui réfléchit à essayer de battre ce record. On part vraiment dans un état d'esprit de course et de régate les uns contre les autres. Donc je ne pense pas que le record sera battu, mais en tout cas, nos machines sont beaucoup plus puissantes et volantes et rapides qu'avant.
Alors vous serez 6 engagés dans ce grand marathon autour du globe avec à peu près 22 000 milles à parcourir d'ouest en est en passant par les 3 caps, Bonne-Espérance, le cap Lewin et le cap Horn. Vous allez traverser l'Indien, le Pacifique, descendre dans les 40e et 50e rugissants pour aller dans ces fameuses mers du Sud, un endroit aussi fascinant qu'il est hostile. Alors il y aura quand même une zone de protection des glaces pour éviter de descendre trop près des icebergs. On rappelle que vous avez le droit d'être routé, c'est-à-dire aiguillé par des spécialistes météo. Vous avez également droit à des escales techniques de minimum 24 heures, mais vous l'avez tous dit, l'idée c'est d'essayer de faire le tour sans s'arrêter. À ce jour, rappelons-le, 4 marins seulement ont réussi à aller au bout de ce tour du monde en multicoque en solitaire. Francis Joyon, Hélène MacArthur, Thomas Coville et François Gabard qu'on évoquait à l'instant avec ce fameux record de 42 jours et 16 heures. Dans cette aventure, il y a des paramètres techniques, maritimes, mais il y a aussi un aspect mental. Il va falloir savoir où mettre le curseur. Comment est-ce qu'on se prépare? Est-ce qu'on est vraiment prêt, Anthony? Toi, tu n'as pas de préparateur mental, tu es un des seuls à ne pas l'avoir fait. Oui, parce que à la limite, je ne saurais pas quoi travailler, je ne sais pas à quoi je m'attends sur ce Tour du Monde, ça va être une belle découverte. Et par contre, je suis sûr et certain que si je termine ce Tour du Monde, ou je ne termine pas, mais je dois refaire un autre Tour du Monde, je prendrai sûrement un préparateur mental. Parce que je verrai tous les obstacles que j'ai dû surmonter. Et je pense que le départ d'un deuxième Tour du Monde est plus compliqué qu'un premier. Là, je pars un peu avec la fougue de la jeunesse, avec l'envie. Et voilà, et j'ai aucun stress. Et donc, l'attrait de la découverte. Voilà, je suis juste heureux d'y aller et j'ai envie d'y aller de cette manière-là. Alors Cécile, la réparation du bateau a forcément eu un impact aussi sur la préparation mentale de Tom. On va écouter Tom justement au micro de Guillaume Gadefait dans les locaux de Mer Concept durant ce chantier express et intense. Au moment de la nouvelle, juste avant, je suis plutôt hyper content d'avoir un bateau en bon état et de se dire que ces semaines-là, on va réussir à vraiment bien se préparer comme on l'a prévu. Il y a souvent des aléas en course au large et là, c'est un de plus, c'est un gros aléa. Et donc ça m'affecte au début. Au début, c'est assez dur parce que il y a de l'incompréhension, il y a la possibilité quand même qui est pas très loin de peut-être on peut pas aller faire le tour du monde. Que je pars en solitaire sur cette course, sur ce tour du monde, je suis tout seul sur le bateau, mais au final, c'est tout sauf un sport seul. C'est un groupe qui a envie de s'aider, chacun dans son domaine, chacun ultra performant dans son domaine. J'ai envie de dire, on est tous ensemble, on a tous envie que le streamer sur l'Antarctique il aille le mieux possible, le plus vite possible, qu'on réussisse ce tour du monde. Moi j'ai confiance en tout le monde, je pars piloter le bateau, mais on est tous ensemble. Et voilà, maintenant moi être prêt, il faut que c'est un peu le dilemme entre suivre ce qui se passe, avoir envie d'être avec les gars, de partager ça, et en même temps pas laisser d'énergie trop dedans, parce que le 7 janvier, moi, je dois partir pour 40-45 jours à fond, tout seul sur le Grand Trimaran. Cécile, justement, est-ce que tu as le sentiment que Tom a réussi à ne pas laisser trop d'énergie dans cette dernière ligne droite un peu perturbée? Et quel a été ton rôle auprès de lui en tant que team manager? Moi, il m'a vraiment bluffé sur ces 6 semaines, sur son positionnement vis-à-vis de cette réparation et la distance hyper juste qu'il a réussi à trouver. Il en parle très bien là, mais d'avoir assez impliqué au début sur le process pour comprendre ce qui se passait, comment on allait envisager les choses. Et puis en même temps, il a eu un suivi quand même assez régulier. Il est venu assez souvent. Et en même temps, je pense qu'il a une confiance énorme envers les équipes, notamment envers Antoine Gauthier, le directeur technique, envers le boat captain Frédéric Bérard, envers toutes les équipes, et notamment Composite, qui ont travaillé sur le bateau, qui lui ont permis d'avoir cette juste distance, et pour se dire en même temps, moi je dois me reposer. Et ça n'a pas instillé le doute sur la fiabilité, par exemple, de la machine, justement, comme il a confiance Non, je pense qu'il a... On a tous conscience aussi qu'on est sur des bateaux prototypes. Enfin, je pense que je suis à peu près sûre qu'il n'y a aucun autre des autres skippers qui peut signer en bas de la page que leur bateau n'aura aucun problème, ni structurel, ni non structurel, jusqu'à la fin. Donc ça reste un sport mécanique, ça fait partie de nos bateaux. On veut faire des prototypes, on veut chercher les limites. Quelquefois, on les trouve, on les répare. Et donc, je pense qu'il a plus intégré comme ça qu'en se disant c'est une faiblesse, mon bateau a peut-être d'autres faiblesses ailleurs. C'est pas trop cette réflexion-là.
Et alors tu vas être en veille, on le disait, durant tout ce tour du monde, hein, tu seras le point d'entrée, tu vas faire le lien avec ses proches, tu feras le lien aussi avec la direction de course. C'est la première fois que tu endosses cette responsabilité à l'échelle d'un tour du monde, c'est aussi un sacré marathon auquel tu te prépares. Oui, tout à fait, c'est sûr que ça va être la première fois sur une si longue période. Alors après, je ne suis pas du tout toute seule, hein. Tom le rappelle, on est vraiment une équipe, et il y a notamment la cellule routage aujourd'hui qui est menée par Jean-Yves Bernot. Ensuite, il y a toute l'équipe technique avec Antoine Gauthier et Fred Béra, comme je le rappelais, qui sont aussi en contact permanent avec Tom. Mais c'est sûr qu'à l'échelle d'un tour du monde, pour moi, ça va être une nouveauté. Après, j'ai la chance aussi d'être au sein de l'équipe Merconcept qu'il a déjà vécu avec François il y a quelques années. Et même si c'est le premier tour du monde de Tom, quelque part, l'expérience d'avoir fait un tour du monde réussi et gagnant en 2017, on part déjà avec un énorme bagage, autant dans la préparation que dans l'exécution de ce suivi de course et l'équipe est rodée. Et alors Tom a l'air assez comme Anthony, assez serein, assez content de partir. Beaucoup le qualifient d'étoile filante de la voile, de Mbappé. Quel est ton regard, toi, sur ce jeune navigateur ? J'ai pas fait le rapport avec Mbappé, c'est vrai, mais je pense que je suis d'accord avec Anto. Il va partir avec cette fougue de la jeunesse et surtout, il a une envie énorme. En fait, il a vraiment envie d'aller voir ce que c'est. Et il y a une partie aventure qui, pour moi, est pas du tout antinomique d'une partie performance. Ça veut juste dire qu'il a une envie extraordinaire d'aller s'amuser, d'aller trouver aussi du plaisir dans ce grand tour du monde. Et ça rajoute quelque chose encore davantage. Vraiment au fond des tripes cette envie-là aussi. Exactement. Pour y aller. Anthony, toi, tu as participé à la dernière Ocean Race aux côtés de Paul Meillat, qui dit de toi, et je le cite, « Anto, il se plaint à terre, il a peur des araignées, mais dans le Grand Sud, il peut aller réparer un truc par 5 degrés à Califourchon sur le bout dehors, la tête à l'envers, et il ajoute « Je n'ai jamais lu le moindre soupçon d'angoisse dans son œil. » Anthony, tu te transcendes en mer, tu n'as plus peur de rien ? Ouais, plus peur de rien. Après, c'est pas pour autant que je suis un casse-cou non plus. Voilà, je pense que j'ai toujours besoin de me mettre en sécurité ou de naviguer aussi en sécurité. Et de toute façon, avec nos métiers, il faut surtout pas être casse-cou. Après, c'est vrai que les problèmes techniques, en fait, je prends ça comme des challenges et j'ai toujours envie de le résoudre et essayer de trouver une solution et de continuer la course. Voilà, ça m'effondre pas du tout d'avoir des problèmes et je pense que de toute façon on en aura des problèmes sur cette course. Comme disait Michel Joyot, c'est une emmerde par jour, un tour du monde. C'est vrai. Et voilà, et ça, j'aime bien me battre pour trouver une solution pour régler une emmerde en mer. Voilà. Alors, la grande inconnue aussi, pour tous, d'ailleurs, sera la durée, imprimer le bon rythme. Mais c'était important pour toi quand même d'aller découvrir les mers du Sud, d'en ressentir l'atmosphère, la hauteur des vagues dans la perspective de ce tour du monde en solitaire. Bah oui, c'est vrai qu'on utilise beaucoup de superlatifs pour décrire le Grand Sud. Et quand il n'y a jamais été, en fait, au bout d'un moment, ça fait peur, quoi. Oui, c'est ça, livresque, oui. Et on a envie de voir ce que c'est. Alors, chaque sud sont différents. C'est vrai qu'on peut avoir vraiment un enchaînement des pressions monstrueuses ou des conditions un peu plus tranquilles, mais il y avait une atmosphère que j'avais besoin de sentir, de juger, voilà, et d'avoir fait The Ocean Race en début d'année, d'avoir été dans le Grand Sud au mois de mars. C'est vrai que ça m'a ouvert les yeux, ça m'a rassuré, et je pense que c'est une bonne chose d'avoir mis les pieds là-bas. Oui, c'est très précieux. De dramatiser un petit peu exactement, tout ça, ouais. Et je pense que Tom Laperche était aussi sur un autre bateau pendant ce tour du monde, et je pense qu'il est très content aussi d'avoir mis les pieds là-bas. Alors vous avez été choisis tous les deux par Yves et par François qui avaient envie de transmettre et puis de passer la barre de leur trimaran. Quel est le domaine dans lequel tu dirais que Yves t'a le plus apporté ? Est-ce qu'il y a une petite phrase, un conseil que tu es content d'amener avec toi sur ce tour du monde et qui te servira ? Il n'y a pas forcément de mots, de phrases exactes, enfin, ou de conseils. C'est plus une manière de fonctionner, une manière de se comporter par rapport au bateau, dans les conditions, voilà, des gestuels. Voilà, c'est un peu tout ça mélangé. Et forcément, voilà, il fallait que je m'inspire d'Yves le maximum pour gagner du temps, pour apprendre à naviguer en solitaire, que je fasse le rôle d'éponge et prendre l'information, le plus de possible d'informations. Parce que la préparation pour un tour du monde en multicoque, en ultime, pendant 1 an, bah, c'est court. Et je pense que Tom et moi, on est vraiment contents d'avoir eu Yves et François pour nous donner et nous partager tout leur savoir. Ouais, justement, Cécile,
qu'est-ce que tu dirais que François a le plus apporté à Tom, toi qui les côtoies au quotidien? C'est sûr que l'expérience en mer, là sur la Jacques Vabre, je pense que c'était vraiment la course de passation. Enfin, ils continueront à naviguer ensemble, mais cette expérience, je sais qu'ils ont aussi effectivement beaucoup évoqué le Sud, enfin le Sud pendant le Tour du Monde de François. Je pense que plus globalement, c'est la confiance que François il a envers l'équipe qu'il a vraiment transmise à Tom. C'est-à-dire que je pense que Tom, il peut partir, il le dit très bien, les yeux fermés en disant j'ai fait confiance à chacune des personnes dans l'équipe, de la même façon que François avait fait confiance, les yeux fermés, à chacune des personnes de l'équipe. Et ça, il a vraiment réussi à le transmettre, ce qui permet d'avoir aussi une forme de détachement assez sain de la part de Tom sur certains aspects, en disant j'ai confiance en eux. On les voit faire un peu de sport ensemble aussi. Ouais, ils ont partagé des moments, c'est important. Dans la préparation mentale aussi, d'avoir des conseils, l'expérience, le retour d'expérience qu'a pu transmettre Yves aussi. Ouais, tout à fait. Ils passent beaucoup de temps ensemble. Hein. C'est des amis à la ville et en mer, hein, donc ça ne change pas. Alors Anthony, on a parlé aussi tout à l'heure de la fiabilité de ces bateaux, qui sera bien sûr un élément clé. Ces bateaux, ils sont aussi fiables, mais ils sont quand même anxiogènes, parce qu'il y a la haute vitesse, 40 nœuds, il faut savoir encaisser, gérer ça dans la durée. Et peut-être que la difficulté sera aussi de placer le curseur au bon endroit, de savoir doser. Oui, je pense que vraiment, oui, ils sont fiables ces bateaux. C'est vrai qu'il y a eu 3 grosses courses, Route du Rhum, Jacques Vabre et 2 Jacques Vabre d'affilée. Ils sont tous partis, ils sont tous arrivés. Je pense que dans d'autres séries, ça n'a pas été le cas. Donc on peut être fier de la classe ultime. Après, c'est sûr que nos appendices, on peut en abîmer de temps en temps. On va tellement vite que si on tape une grosse bille de bois, ça fait beaucoup de dégâts. Après, ça n'empêche qu'on peut continuer à naviguer avec nos bateaux, avec un safran en moins. Et voilà, donc il va falloir apprendre à naviguer en mode dégradé, apprendre à essayer de les faire fonctionner avec une voile en moins ou des choses comme ça. Mais en tout cas, j'ai toute confiance aux machines. Et il y aura aussi la possibilité, comme l'a dit tout à l'heure Virginie, d'une escale technique en cas de gros pépins. Quelques mots quand même de la concurrence. Il y a des marins très expérimentés sur cette épreuve, à commencer par Thomas Coville, qui lui, il a 8 tours du monde dans le sillage, mais 3 en solitaire. Armel Cléache, qui a gagné un Vendée. Charles Caudrelier, qui a fait le tour, mais lui, en équipage. Comment tu te situes, toi, par rapport à la concurrence, et quels sont tes objectifs ? Mes objectifs, c'est forcément de terminer le tour du monde, mais d'une belle manière. J'ai envie de le faire en mode compétition. J'ai envie de tenir la cadence le plus possible des toutes dernières machines. Je ne veux pas naviguer vraiment sous-toilé à 80% de la polaire pour absolument terminer le tour du monde. Si je vois toute la flotte me larguer et partir devant moi, je me sentirais hyper malheureux à bord. Et moi, je suis heureux en mer. C'est la spécificité de cette course-là, c'est pas un record. Du coup, il y aura la pression des autres aussi dans la stratégie. Et moi, je sais que je suis heureux en mer quand il y a du match et il y a de la compétition. Donc, c'est ce que je vais chercher aussi en plus de cette aventure. L'aventure, je vais pas la chercher, je sais qu'on l'aura. Ça, c'est une évidence. Mais par contre, je vais chercher la compétition. Et oui, et Tom, tu le disais, a cet avantage aussi qui sera forcément un atout, ou en tout cas peut-être un atout de la jeunesse, de l'envie qu'il a vraiment au fond de lui. Et puis, il confie aussi ce plaisir d'essayer de trouver le bon équilibre sur ces machines au large. C'est très excitant, c'est l'aventure aussi. Et puis, ce difficile équilibre à trouver sur ces machines, c'est ça qui l'excite aussi beaucoup. Oui, après je pense un petit peu comme vous tous. Enfin, assez rapidement, va y avoir des choix de route pour aller dans plus ou moins devant, plus ou moins fort. Et c'est ça qui est super excitant. Si c'était tout blanc, tout noir, on irait tous au même endroit et on se poserait pas de questions sur le long terme. Donc c'est sûr que la durée de la course, elle va apporter de l'importance aux choix qui vont avoir lieu dès les premiers jours pour savoir si on va dans du vent globalement plus ou moins fort. Et c'est ça qui est excitant. Anthony, tu mesures le chemin parcouru depuis tes premiers bords en optimiste. Si on t'avait dit que tu serais à la barre d'un ultime lancé autour du monde. Ouais, en fait, mais c'est à chaque fois, ça a été comme ça toute ma carrière. C'est vrai qu'en optimiste, jamais j'aurais cru pouvoir faire 10 solitaires du Figaro. En Figaro, jamais j'aurais cru pouvoir faire The Ocean Race
en équipage. Et puis voilà, et là aujourd'hui c'est vrai que je suis en ultime et je mesure la chance que j'ai, mais j'ai envie aussi d'en profiter. Je n'ai pas envie d'être tétanisé par un peu la chance que j'ai et d'avoir peur je sais pas, de mal faire. J'ai juste envie de profiter, m'enlever de la pression et essayer de remercier en faisant les choses bien toute l'équipe technique qui est derrière la team actuelle qui est derrière nous, tout le partenaire, Yves et Sandrine, de la confiance qu'ils me donnent. Et voilà. Et on te sent serein et prêt. Ouais, pour l'instant, je suis serein, vraiment. Cécile, il n'y a pas une femme à la barre de l'un de ces 6 ultimes. Tu es la seule team manager féminine dans cette catégorie. Il est temps que ça change, j'ai envie de dire. Oui, je pense qu'il est temps que ça change, mais pour les ultimes comme pour toutes les autres séries ou pour tous les autres sports, c'est sûr que c'est un triste constat qu'on fait tous. L'année dernière, il y a eu une fille aussi à bord de certaines courses chez Actual et puis chez nous aussi au cours des 2 dernières années. Mais il y en avait une sur la Jacques Vabre. Et avec Erwan Leroux aussi en multicup, voilà, mais pas en multicup, mais pas en ultime. Mais oui, c'est sûr qu'aujourd'hui le constat il est assez clair. Très concrètement, là, la plupart d'entre nous vont partir sur des Jules Verne à la fin de l'année prochaine, et je pense qu'on se demande. Moi, je trouve ça pas si simple de recruter des femmes pour des équipages aussi restreints que 6. Et c'est pas une fatalité, c'est juste qu'en fait, au cours des 15 dernières années, il y a très peu de femmes qui ont été en multicoque offshore. Donc, il y a eu Hélène MacArthur qui avait justement bouclé ce tour du monde en solitaire. Exactement. Et donc, soit on se dit, dans 4 ans, on redira pareil, mince, c'est toujours compliqué de recruter. Soit c'est la responsabilité de chacun des teams et de la classe de dire, si dans 4 ans, on veut que ce soit plus simple et naturel et évident que les équipages y soient mixtes dès lors qu'on est en équipage. Les faire naviguer. Et donc, l'appel est lancé pour le prochain Jules Verne. Merci. Donc, départ ce dimanche 7 janvier, 13h30. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Bon vent, Anthony, et puis bon marathon aussi, Cécile. Ça va être aussi un sacré challenge. Merci et très belle journée à tous. Bye bye. Bye bye. Merci.